Marc-Henri Bernard, donc vous êtes le DRH du groupe Rémi Cointreau. Merci beaucoup de participer à cette première émission Choose Social. Donc Choose Social, c'est une émission de Choose My Company qui a pour but de mettre en lumière les personnes et les organisations qui ont décidé de placer l'individu au cœur de leur projet. Merci mille fois d'être avec nous. On va passer 15 minutes ensemble pour parler de vos convictions et aussi de ce qui se passe chez Rémi Cointreau. Alors ma première question, c'est est-ce que la RSE, le SG, dont tout le monde parle en ce moment, il y a une grosse mode, est-ce que c'est nouveau chez Rémi Cointreau? Est-ce que ça démarre? Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Comment ça se passe? Bonjour, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, la RSE chez Rémi Cointreau, c'est une affaire déjà très ancienne. Ça fait plusieurs décennies qu'on travaille sur le sujet, puisque nous sommes directement concernés par les enjeux climatiques notamment. Je rappelle souvent que le cognac est fait en Charente et en fonction du réchauffement climatique et de la montée éventuelle des océans, eh bien, éventuellement le cognac disparaîtrait, ce qui évidemment serait une catastrophe pour l'entreprise. Donc c'est une préoccupation qu'on a depuis très très longtemps et sur laquelle on a beaucoup œuvré, notamment auprès des viticulteurs, que ce soit à Cognac ou sur les autres régions du monde sur lesquelles nous opérons. Donc ça, c'est pour la partie environnementale. Sur la partie sociale qui nous intéresse le plus aujourd'hui, comment ça se passe chez Rémi Cointreau? Qu'est-ce que vous faites pour valoriser justement l'individu? Alors là aussi, de tout temps, nous avons valorisé les collaborateurs. Nous avons parmi nos valeurs le temps et les hommes, en plus des produits d'exception et des terroirs. Et parmi ces deux valeurs du temps et des hommes, évidemment, la notion de fidélisation, d'engagement des collaborateurs est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs comme la participation, l'intéressement, le PERCO, de la retraite supplémentaire intégralement financée par l'entreprise, un PE, un compte épargne-temps, j'en passe et les meilleurs. Et plus récemment, une opération d'actionnariat salarié qui permet de permettre aux collaborateurs d'être associés aux fruits de la croissance de l'entreprise. C'est ça, donc vous avez ouvert le capital, qui est aujourd'hui c'est un capital qui est majoritairement familial et privé, oui. De fonds de gestion. Oui. Comment s'est fait ce processus-là? Je me dis, c'est pas facile de décider de lâcher un petit peu de son capital quand c'est une famille qui détient, ou même pour les fonds d'investissement. Comment vous les avez convaincus? C'était vos convictions? Ils les avaient déjà quand vous êtes arrivé? Alors je pense que c'était partagé. Enfin, moi j'avais déjà la conviction depuis une première expérience chez Essilor qui m'a beaucoup marqué sur l'actionnariat salarié. Et l'actionnaire familial était également convaincu sur le fait d'être moteur dans l'association des collaborateurs au partage des fruits de la croissance. D'ailleurs, tous les dispositifs dont je vous ai parlé, en tout cas la plupart d'entre eux préexistaient avant mon arrivée, preuve qu'on était déjà dans une entreprise qui prenait soin des collaborateurs et qui leur permettait de les associer. Et l'actionnariat salarié, finalement, a été la touche supplémentaire qui a permis de les embarquer dans la vision à 2030 que nous avons construite avec le directeur général, de façon à pouvoir justement les faire bénéficier de la performance de l'entreprise. D'accord. Et donc concrètement, comment ça se passe? C'est une augmentation de capital? C'est des rachats de parts? Les salariés investissent de l'argent? Ils prennent des risques? Oui, alors il s'agit d'une augmentation de capital sur laquelle donc, nous avons proposé à tous les collaborateurs français dans un premier temps de souscrire à cette opération d'actionnariat salarié au travers d'une décote de 20% sur le cours de l'action et d'un amendement de 400 €, plafonné à 400 € pour leur permettre justement de maximiser leur investissement. Donc non seulement la famille et les autres actionnaires acceptent de se faire diluer, oui. Mais sur une base, ils perdent donc un petit peu, ils font un effort puisque c'est 20% en dessous du prix normal. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Et donc la logique du dispositif, c'était qu'on voulait tester la formule d'abord sur le périmètre national, pour ensuite le développer sur l'international. En fait, la clé, c'était vraiment de vérifier si c'était couronné de succès en France, pour ensuite l'implémenter sur nos filiales à l'international, ce qui a été le cas, et c'est ce qu'on va donc faire cette année. Le pourcentage des salariés qui ont adhéré, je sais que ce n'est pas le seul critère, mais le pourcentage des salariés qui ont accepté d'investir donc dans les actions Rémi Cointreau? Alors au total France, donc actifs plus retraités, puisque les retraités sont éligibles au dispositif, on est à 68% de taux de souscription. Et si on ne décompte que les salariés actifs, on est à 77%. Pour des opérations qui traditionnellement recueillent 50% de taux de souscription. Donc c'est vraiment un très très grand succès. Et nous avons même un site, le site d'Angers, qui est à 83% de souscription, donc ce qui est un site extraordinaire. Industriel? Qui est un site industriel. Avec des métiers peu qualifiés ou on a de tout, employés, agents de maîtrise. On pourrait imaginer que c'est que les cadres ou les dirigeants qui souscrivent, qui investissent de leur... Non, pas du tout. C'est vraiment très massif. On a vraiment toutes les catégories
socio-professionnels, et encore une fois, un taux de souscription très élevé avec un niveau d'investissement relativement important, puisqu'on est à plus de 4 600 € d'investissement par collaborateur. Donc ils prennent des risques si l'action chute. Oui, ils prennent des risques, c'est clairement, et c'est pour ça aussi qu'on a fait beaucoup de pédagogie pour expliquer les risques associés, positifs et négatifs. Mais évidemment, avec une décote de 20% et un abondement de 400%, ça permet d'avoir un amortisseur sur une éventuelle chute du cours de l'action. Et vous me disiez en préparant l'émission, donc votre conviction, elle est que la plupart des entreprises devraient aller faire ce type de système. C'est un gage de quoi? De pérennité carrément du système dans lequel on vit, de partage des fruits du bénéfice. Qu'est-ce qui se passe si on ne le faisait pas, en fait? Alors, on peut continuer à ne pas le faire, pour ceux qui ont fait ce choix, mais je pense que l'histoire, en tout cas, montre que c'est la direction dans laquelle la plupart des entreprises sont en train de s'engager. Et ça fait partie, je pense, aussi de la responsabilité sociétale des entreprises d'associer les collaborateurs au partage, en fait, de la valeur. Voilà, donc il y a d'autres moyens de le faire, il y a la participation, il y a l'intéressement, il y a plein d'autres dispositifs, mais celui-ci, évidemment, est un peu plus emblématique et vraiment engage les collaborateurs pour l'avoir vécu dans une autre vie. Ça change aussi les relations entre les collaborateurs et la direction du groupe, ça change les relations avec les partenaires sociaux, ça change la relation globalement entre les différents collaborateurs qui sont engagés sur la durée pour la performance et la pérennité de l'organisation. Et comment les partenaires sociaux ont vécu le fait que tout d'un coup, les salariés deviennent eux-mêmes actionnaires, ils se sont retrouvés dépassés par l'initiative, ils ont été associés, j'imagine, évidemment, ils ont été associés. On a passé beaucoup de temps justement à faire de la pédagogie pour expliquer les risques associés, parce que c'était une vraie interrogation de leur part et tout à fait légitime quand on n'a pas connu ce type d'opération. Donc il fallait vraiment expliquer le mécanisme. Bon, il faut savoir aussi que c'est un dispositif qui est très encadré juridiquement, qui est très encadré aussi par l'AMF, qui contrôle bien entendu la transparence des informations que l'entreprise donne à l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est quelque chose sur lequel on a passé pas mal de temps en fait. Et ça change les relations entre la direction, le management et les collaborateurs? Oui, parce que ça permet de s'inscrire dans une perspective long terme. Ça permet aussi de faire de la pédagogie économique, simplement, sur comment marche la bourse, puisqu'on est coté au SBF 120, donc comment évolue le cours de l'action, etc., etc. Et donc sur la stratégie de l'entreprise, c'est aussi un plus, puisque ça permet de se projeter, de se dire, voilà, mes fonds sont bloqués pour une durée minimale de 5 ans, je suis la performance de l'organisation et j'y contribue, bien entendu, pour l'amener à faire en sorte que le cours de l'action progresse. Donc, premier sujet, donc partage des fruits de la croissance, de la richesse. Deuxième sujet, on a vu en préparant, donc prendre soin des collaborateurs. Je crois que vous mettez en place des dispositifs liés à la santé, qui touchent parfois peut-être à la confidentialité même des informations les concernant. Oui, en fait, comme je vous le disais, une de nos valeurs sont les hommes et le constat qu'on a fait, c'était de se dire finalement notre principal capital, ce sont les hommes de l'organisation. Et quand on a un capital, on en prend soin. Et pour en prendre soin, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de proposer sur la base du volontariat un check-up médical à chacun d'entre eux, sur la base d'un check-up tous les 2 ans pour les moins de 45 ans, un check-up tous les ans pour les plus de 45 ans avec des examens complémentaires liés aux pathologies qui peuvent survenir à partir de ces âges-là. Trop intrusif, ils n'ont pas eu peur? Alors non, parce qu'en fait, évidemment, tout ceci est confidentiel, strictement confidentiel, géré par un organisme externe, sur lequel, évidemment, nous n'avons aucune information, et c'est tant mieux. Et ensuite, le collaborateur se voit adresser un dossier complet, qui est la synthèse des examens qu'il a pu suivre, charge à lui de le communiquer à son médecin traitant pour éventuellement traiter des pathologies. Et alors, vous avez, pas vous, mais les médecins, prévenu du coup des sujets à risque, sauver des vies Alors, sauver des vies, j'en sais rien, puisque c'est couvert par le secret médical, mais ce qu'on sait, c'est que sur la centaine de collaborateurs, les 100 premiers collaborateurs qui ont passé le check-up médical, parmi ceux-là, certaines pathologies graves ont été détectées, et donc ce qui nous confirme dans l'idée qu'on a bien fait de le faire. Donc là, c'est eux qui viennent vous voir en vous disant merci, on m'a détecté un truc grâce à non, vous. On ne le sait pas, et on veut surtout pas être intrusif. C'est plus une information générale de la part de l'organisme qui gère ces check-up médicaux qui nous l'a fait remonter, mais évidemment sous couvert complètement du secret médical et totalement anonyme, bien entendu. Et c'est un ordre d'idée, c'est un cadeau entre guillemets de combien? Ça coûte combien un check-up médical? Alors un check-up médical, ça coûte grosso modo, pour les moins de 45 ans, ça coûte 450 €, et pour les plus de 45 ans, ça coûte un peu plus de 800 €. D'accord. Ok. Donc c'est un investissement, mais c'est un investissement qu'on assume totalement, parce qu'on pense que ça fait partie justement de la responsabilité de l'entreprise que d'accompagner ses collaborateurs et de prendre soin de leur santé.
Et alors, troisième point, c'est celui de la confiance que vous accordez aux salariés qui sont déjà chez vous, mais à ceux qui sont en train d'arriver. Je crois que vous réfléchissez, ou en tout cas vous avez la conviction, on en a discuté en préparant encore une fois l'émission, que la période d'essai n'était peut-être pas un dispositif très utile, ou en tout cas un peu exagéré pour l'évaluation d'un futur collaborateur. Vous aimeriez la supprimer, la SOR l'a fait, est-ce que ça marche? Alors, vous avez raison, c'est une réflexion qu'on mène depuis quelques mois et qui est issue justement de cette expérimentation de la SOR, qui personnellement m'a beaucoup marqué et j'ai trouvé ça assez incroyable, assez extraordinaire. Et du coup, j'en ai fait, non pas un cheval de bataille, mais en tout cas, j'en ai parlé au sein de l'organisation pour réfléchir à la possibilité de supprimer la période d'essai également, puisque moi, je considère que la période d'essai, finalement, n'a pas une grande utilité en pratique, en tout cas chez Rémy Cointreau, puisque concrètement, le nombre de périodes d'essai renouvelées est très faible et le nombre de périodes d'essai auxquelles on met fin est également très faible. Donc statistiquement, finalement, la période d'essai, on s'aperçoit qu'elle ne sert pas à grand-chose, si ce n'est Si à vous êtes, confirmer. parce que vous êtes déjà super bon dans le processus de recrutement. Alors, je ne sais pas si on est super bon, mais en tout cas, la suppression de la période d'essai, ça oblige encore plus à être meilleur dans le recrutement et surtout à aligner les opérationnels et les équipes ressources humaines qui sont en charge des recrutements pour être sûr du recrutement qu'on est en train de faire pour prendre la bonne décision. Et moi, je suis vraiment convaincu que le message qu'on peut envoyer aux collaborateurs, en tout cas aux nouvelles embauchées, c'est de lui dire, bah, finalement, j'ai tellement confiance en toi et dans tes capacités à rejoindre le groupe et à performer au service du groupe que je ne te mettrai pas de période d'essai et donc je t'embauche directement en CDI. Donc vous leur faites confiance, vous prenez soin de leur santé et vous partagez les fruits de la croissance, des bénéfices, un peu des risques aussi, avec eux. C'est ça. C'est ça, cher Rémy Cointreau. Ouais. Bon, bah merci mille fois, Marc Merci et à vous. Bernard, d'être venus. Merci beaucoup.